Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45, chaque 4e samedi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Lorsque mon cabinet accompagne les salariés d'une entreprise qui font partie d'un PSE, la chose qui ne laisse pas de m'étonner est la réaction de ces mêmes salariés à l'annonce d'un licenciement ou de leur licenciement. En fait, ceux qui semblent a priori supporter le mieux la nouvelle sont souvent ceux qui perdent tous leurs repères quelques semaines après. Alors, si vous avez dans votre entourage aujourd'hui des gens qui sont dans cette situation, nous allons essayer de vous donner quelques clés pour comprendre leur comportement et pour savoir comment les aider au mieux. Mon invitée aujourd'hui est Nathalie Nérol, psychologue chez Groupe 3C. Nathalie Nérol, bonjour. Bonjour Mireille. L'idée, ce que je voudrais dans cette émission peut-être, c'est qu'on discute avec vous et qu'on regarde comment expliquer la façon dont les salariés réagissent à l'annonce de leur licenciement ou à l'annonce d'un licenciement, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou d'un licenciement collectif. Et je crois qu'il y a différentes phases et différents éléments. Il y a ce qui se passe sur les semaines qui précèdent l'annonce, quand c'est un licenciement individuel, parce qu'en général, la personne le sait et le sent. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'annonce? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les jours ou les semaines qui suivent l'annonce? Alors là, je vous donne la parole, parce que je crois que c'est vous la spécialiste. Alors, pour comprendre ce que représente un licenciement pour une personne, il faut comprendre ce que représente la perte d'une activité professionnelle. Et alors, que représente l'activité professionnelle? Le travail, c'est un de nos repères fondamentaux de notre identité. Donc perdre notre travail, ça veut dire perdre une partie de son identité, ça veut dire perdre ses repères, son statut social, sa sécurité matérielle et une partie de son histoire personnelle. Donc par rapport à cette perte, c'est vraiment un traumatisme pour la personne. Même si aujourd'hui, c'est quelque chose, je veux dire, dans n'importe quelle vie professionnelle, un salarié aura probablement plusieurs fois à faire face à ce type de situation. Et donc, même aujourd'hui, où c'est le licenciement ou l'acte de licencier quelqu'un, c'est banalisé, vous nous dites le traumatisme est aussi important, si ce n'est plus. Il est tout aussi important, voire plus aujourd'hui, parce que justement, aujourd'hui, et plus encore qu'hier, et en France surtout, être licencié, c'est une menace. Autant aux États-Unis, être licencié, c'est une opportunité. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est quand même un peu compliqué. Et donc, je suis d'accord avec vous. Et donc, la réaction du salarié reste traumatique. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... moi, je suis toujours étonnée de la différence entre l'annonce, c'est-à-dire le traumatisme lui-même, et la réaction de la personne qui peut être soit avant, soit après, soit au même moment. Et on ne sait jamais pourquoi ça se passe et comment elle réagit réellement à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces trois phases ou sur la réaction ou la non-réaction? Qu'est-ce qui est susceptible de se passer chez la personne? Par rapport à la réaction avant, la personne, effectivement, elle va manifester essentiellement de l'anxiété. Elle va être stressée. Et en même temps, elle va dire, bon, peut-être que non, peut-être que je vais y échapper. Hein. D'accord. Donc il y a un stress, mais relatif. D'accord. Au moment de l'annonce, on s'imagine que là, elle pourrait avoir la plus forte réaction au moment où on lui dit ça y est, vous êtes licencié, ou ça y est, votre service va devoir partir. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là et quelles sont les réactions? Alors, au moment de l'annonce, et donc par rapport à toutes les conséquences que cela engendre, ça va être le choc, ça va être la sidération, l'effroi. C'est-à-dire que la personne va être, sur le moment, en incapacité de pouvoir élaborer ce qui se passe. Donc si elle ne réagit pas, ça ne veut pas dire qu'elle réagit bien. C'est en fait l'état de stupéfaction, c'est la sidération.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, du coup, quand est-ce qu'elle sort de cet état de sidération et quelles sont les différentes étapes ensuite? Il faut attendre quelques jours pour que cette étape passe. Et en même temps, ce qui va être dans ce moment-là vécu comme quelque chose d'intolérable, et c'est valable pour tous les traumatismes, c'est l'état de passivation. C'est-à-dire que lors de l'annonce de ce licenciement, la personne n'est pas que passive. Être passive, ça veut dire, comme lorsqu'on écoute quelqu'un parler, on prend la décision, même si c'est une décision d'activité passive, d'écouter l'autre, mais à tout moment, on peut dire non, j'ai plus envie de vous écouter. Je switch, je fais autre chose, voilà, je fais mes mails ou je rêve à autre chose. Voilà. Ça veut dire que dans cet état de passivité relative, à tout instant, on peut reprendre une part active. Et dans la passivation, c'est un état de passivité forcée, extrême. C'est-à-dire que la personne, elle n'est plus là. Elle n'a pas le... Elle a coupé tout contact avec l'extérieur, elle a fait un shutdown. C'est pas elle qui l'a fait, c'est que dans le contexte, elle n'est plus là en tant que sujet. C'est-à-dire que même si elle était là, elle pouvait crier, elle pouvait dire non, je suis pas d'accord, elle est réduite à l'état de néant. D'accord, ça doit être extraordinairement traumatique, oui. Et donc c'est cet état de non-être qui est, au moment du traumatisme, intolérable. Bien sûr. Il faut combien de temps pour passer de cet état de passivation à quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Comment ça se passe? Pour en fait dépasser cet état de passivation, donc cet état où on a été passif de façon forcée, il faut reprendre de façon active essayer de reprendre de façon active la situation. Mais ça, j'imagine que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est plus facile à conseiller pour l'entourage que pour la personne de l'entendre et d'en faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, bien souvent, les personnes, alors de façon isolée ou en collectif, ils vont se rebeller et contester la décision en disant que, au niveau des procédures, ils n'ont pas été clairs, ou bien il y a des choses à dire. Donc c'est une reprise en main de leur individualité, de leur vie, de leur modus operandi, et c'est une façon de revivre pour eux, cette façon de faire. Donc du coup, là, je crois qu'on est en train d'évoquer, en fait, c'est les différentes étapes du deuil telles qu'elles sont vécues dans tout deuil, sauf que c'est un deuil qui est lié là au licenciement. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler, pour nos auditeurs, quelles sont les étapes du deuil et comment elles se manifestent et dans quel ordre elles arrivent? Par rapport aux étapes du deuil, donc la première étape, ce qui se passe, c'est le choc, c'est le déni par rapport à une nouvelle et qui crée le traumatisme. Alors en psychanalyse, on va considérer un traumatisme d'un point de vue économique, c'est-à-dire par rapport aux forces en présence, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur le moment trop de sources d'excitation qui vont venir. Trop de sollicitations qui viennent solliciter la personne. Voilà. Ouais. Et la personne n'est pas en mesure de pouvoir élaborer toute cette excitation. Et d'ailleurs, dans le langage courant, par rapport à un événement difficile, on dit ça, c'était un coup dur. Et quand on dit un coup dur, ça montre bien en fait cette notion en fait de force excessive de l'extérieur qui va sur la personne. D'accord, donc la première chose, c'est le trauma lui-même. C'est le trauma lui-même. C'est la raison pour laquelle la première phase, c'est celle du choc et du déni. D'accord, donc ça ne se passe pas, ou je ne l'entends pas, ou je vais passer au travers, même si c'est très clair et même si c'est très clairement exprimé par l'entreprise. Voilà. Et le déni, c'est un mécanisme de défense qu'utilise la personne quand elle est momentanément dans l'incapacité de pouvoir élaborer le problème qui arrive. C'est-à-dire, comme on ne peut pas le mettre en place dans sa tête, on va le rejeter à l'extérieur. Donc on va faire comme si ça n'avait pas existé. J'imagine qu'après la première étape du déni, il y en a une seconde. Oui. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Et oui, et donc ça va être celle de la colère. D'accord. Où la personne, et c'est une façon pour elle de reprendre une part active et quelque part de dépasser le traumatisme, c'est qu'elle va se rebeller. Et quand elle va se rebeller en entreprise, ça va prendre quelle forme? Ça va être, vous n'avez pas le droit, je vais vous envoyer mon avocat, je refuse d'être traité comme ça. Voilà, ils vont... alors souvent, si c'est un licenciement économique, ils vont se regrouper parce que l'union fait la force, bien sûr. Et voilà. Et ils vont rentrer, vous me disiez, dans une phase de marchandage, c'est ça? Voilà. Il faut un marchandage économique pour laver la faute ou pour enlever le traumatisme. Voilà. C'est-à-dire, ils vont essayer de négocier si effectivement, peut-être qu'ils pourraient s'arranger pour trouver d'autres postes ou voir si...
Ou si l'indemnité présentée peut pas être plus élevée, ou ce type de choses. Voilà. La troisième étape, du coup, d'une étape de deuil, c'est quoi ? La troisième étape, ça va être la prise de conscience que le licenciement est inéluctable. C'est-à-dire que la personne, doit admettre cette réalité, aussi difficile soit-elle, qu'elle va être licenciée. Et c'est là que va commencer donc une déprime. Une déprime, voire une dépression, si les symptômes de tristesse... Et ça, on va le voir dans la deuxième partie de l'émission. Donc, de toute façon, il y a une phase de déprime, un début de dépression, et ça se manifeste comment, au moins au début, quand c'est en phase légère ? En phase légère, ça va être une tristesse, ça va être une perte d'appétit, une perte de sommeil, un désintérêt général pour les choses de la vie. D'accord. Et puis, ça passe ou pas, et ça, on le verra au bout d'un certain temps. L'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être l'acceptation. Donc ça, c'est la dernière étape, a priori, d'un deuil qui aura été correctement digéré. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ou quels sont les éléments qui vont faire que la personne va tout d'un coup pouvoir rentrer dans une autre phase de sa vie ? Parce que j'imagine que si elle accepte ça, elle se projette sur quelque chose d'autre. Oui, je pense que par rapport à cette phase d'acceptation. Oui, tout à fait. Je pense que peut-être justement, ce qui est très important, et dans le traumatisme, c'est son devenir qui est tributaire de l'entourage en grande partie. C'est-à-dire que si la personne est isolée, ça va rendre compliqué toutes ces étapes, voire empêcher la personne de dépasser la phase de déprime ou de dépression. Donc ces étapes du deuil sont de toute façon quasiment obligatoires toutes dans cet ordre-là, mais d'après ce que vous me dites, certaines personnes peuvent rester bloquées plus ou moins longtemps à différentes étapes. Voilà. Et l'entourage, là, a réellement un rôle à jouer. Quel est le conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui voient ça auprès d'un proche, soit simplement des amis de l'entreprise quand il y a un PSE qui reste, soit les conjoints, soit les amis, soit les enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire qui serait le plus aidant pour la personne qui vit cette situation ? Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir de la façon la plus intelligente possible ? Parce que chaque cas est particulier, bien sûr. Par rapport à ces différentes phases, et c'est vrai que par rapport également à la société contemporaine dans laquelle on a tendance à vouloir toujours aller très vite et pas avoir le temps, ni prendre le temps de faire ce travail de deuil, qui est un travail douloureux, certes, mais nécessaire pour que la personne puisse investir un nouveau travail. Donc c'est une sorte de travail de jachère, et vous dites la première chose, c'est de respecter ce temps. Voilà, et je crois que les gens aujourd'hui, quels que soient les deuils, parce que la vie est faite finalement de pertes et de nouvelles choses, aujourd'hui on ne prend plus le temps, et on ne s'autorise pas, et la société n'autorise pas ce temps nécessaire pour dépasser l'épreuve. Donc la première chose, c'est de commencer à diagnostiquer le fait que la personne va aller pas bien, et que le fait d'aller pas bien va prendre différentes formes, et que ça c'est normal, et de lui laisser du temps pour aller pas bien. C'est ça que j'entends. Voilà. De comprendre que par rapport à cette tristesse, ces deux intérêts, et peut-être ça fait partie de ce travail. Et il faut surtout, dans un premier temps, je pense, écouter la personne par rapport à ce qu'elle ressent, plutôt que de trouver tout de suite des solutions à ce qu'elle devrait faire. Surtout que ça sera des solutions qu'on va plaquer sur sa vie, et ça ne sera pas forcément les siennes. Mais écoutez, je vous propose Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, comprendre les réactions d'un proche qui se fait licencier. Mon invitée est Nathalie Nérol, psychologue chez Groupe 3C. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait différentes étapes de deuil qui pouvaient surprendre ou ne pas surprendre l'entourage, et qu'elles arrivaient dans un certain ordre en général, et que si ces étapes de deuil étaient correctement gérées, la personne était en mesure de reprendre en main sa vie, d'accepter et de passer à autre chose. Pour autant, il y a certains cas qui ne se passent pas de façon aussi facile, ou sur une étape de temps qui est assez longue. Qu'est-ce qui se passe quand la personne est soumise à un stress aigu, ce qui peut être largement le cas, on l'a vu, dans un contexte de licenciement. Quelles sont ses réactions somatiques, quelles sont ses réactions psychologiques, et à quoi est-ce qu'on peut les reconnaître, et qu'est-ce qui se passe chez elle ? Alors Nathalie, là c'est vous la spécialiste, moi là je vous laisse complètement la main. Alors par rapport à cette question du traumatisme et cette question du travail du deuil, c'est une conception du point de vue psychologique. Et c'est vrai qu'on parle d'étapes, on parle de moments, mais on n'arrive pas bien à distinguer combien de temps ça dure, qu'est-ce qui se passe exactement, parce qu'on parle de façon un peu abstraite de ce choc traumatique. Concrètement,
si on fait une radio de la tête, il n'y a pas de trace du traumatisme. Bien Quoique, sûr. Peut-être qu'on en trouvera un jour. Je dis quoique parce qu'aujourd'hui, les neurosciences découvrent que le circuit... Il y a une sorte de plasticité du cerveau. Bien sûr. Mais par rapport à cette conception psychologique, on est quand même plus dans l'abstrait. C'est important de tenir compte du stress, qui va être la réaction physiologique de l'organisme par rapport à une situation qu'il considère comme menaçante. Donc avec ces notions du stress, on va pouvoir le mesurer, on va pouvoir le quantifier, on va pouvoir justement avoir davantage de repères que par rapport à des concepts psychologiques. Alors le stress, c'est un syndrome général d'adaptation par rapport à une situation à laquelle le sujet a l'impression de se sentir impuissant ou menacé. Voilà, donc là, lors de l'annonce de ce licenciement, il va y avoir une réaction automatique de stress. Bien sûr, très forte. Alors le stress en lui-même n'est pas mauvais. Le stress est même positif, puisqu'il stimule. Ça force à réagir. Voilà. Bien sûr. Et en fait, il y a 3 phases de stress. Il y a le stress signal d'alarme, où là, d'un coup, le corps est en alerte parce qu'il y a une situation considérée comme menaçante. Si la situation se persiste, le corps va rentrer en résistance. Et si décidément la situation n'évolue pas, le corps va rentrer en état d'épuisement par rapport au stress. Donc le premier moment, ça va être l'état de stress l'état de stress aigu. Oui. Qui va se rencontrer chez toute personne qui va traverser un moment comme ça de choc, où on peut, alors du coup, repérer des éléments assez caractéristiques, je crois, oui. Donc ça va être des symptômes d'intrusion, des souvenirs pénibles, récurrents, involontaires et envahissants, toujours par rapport à l'événement traumatique, des rêves répétitifs, des réactions dissociatives comme des flashbacks qui rappellent l'événement compliqué, une détresse psychologique intense. Voilà pour ces symptômes d'intrusion. Une humeur négative. Bien sûr. Une incapacité persistante pour la personne de ressentir des émotions positives. Donc ça, pour l'entourage, c'est normal, il faut qu'ils acceptent. Voilà. C'est normal, c'est logique, et la personne est en train de lutter contre ce qui lui arrive. Voilà. D'accord. Il va y avoir des symptômes dissociatifs, comme une altération du sens de la réalité par rapport à l'environnement ou soi-même. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, ça, déjà ? Ça peut être, même parfois les personnes, elles sortent et elles ont l'impression qu'il y a un monde qui bouge et qu'elles elles sont étrangères au monde. Et ça montre bien cette rupture au niveau de l'identité vraiment profonde, comme si son appartenance à l'espèce humaine était remise en question. Et parfois, on a tellement cette sensation, voilà, que les personnes se sentent étrangères même par rapport à tout, à une conversation, au toucher, au goût, au fait de participer à la vie tout court. Voilà. D'accord. Donc ça, on est à l'étape 1 et c'est la chose plutôt normale. Voilà, ça, ce sont tous les symptômes qui vont être caractéristiques du stress aigu. D'accord. Il va y avoir des symptômes d'évitement, c'est-à-dire que la personne, elle va éviter peut-être même ses collègues pour ne pas repenser au travail. Elle va éviter... Le secteur d'activité aussi. Voilà. J'ai vu souvent dans les gens qui se repositionnaient, ils venaient d'un secteur donné. Et même plusieurs mois après, ils regagnaient un peu de confiance en eux. Et ils disaient, je veux bien aller dans n'importe quel secteur, mais pas dans celui qui m'a fait ressentir ça. Je ne suis pas prête. Donc ça, c'est normal aussi, vous me dites. D'accord. Et des symptômes d'activation, ça va être le sommeil qui va être perturbé, un état d'hypervigilance, des problèmes pour se concentrer. Et voilà. Donc par rapport à tous ces symptômes, s'ils durent, normalement ils ne sont pas tout de suite effectifs, mais ils arrivent au bout de 3 jours. Ouais. De 3 jours à 1 mois, on peut considérer que ce sont des symptômes normaux qui font suite à l'annonce et au choc. Donc l'entourage, si c'est entre 3 jours et 1 mois, ne doit pas plus s'inquiéter que ça. Il faut attendre que ça se passe. Voilà, ça va être caractéristique du stress aigu. En revanche, si tous ces symptômes persistent plus d'1 mois, donc là, on va parler d'état de stress post-traumatique. Et là, on parle déjà de complications par rapport à cette capacité de pouvoir... se régénérer. Voilà, se remettre du choc. Et alors là, comment est-ce qu'on voit qu'on est passé dans la phase 2 ? On est passé dans la phase 2. Donc là, par rapport aux symptômes physiques qu'on a pu voir, ils vont persister. D'accord.
Donc on est au-delà d'un mois, on arrive à 1 mois et demi, 2 mois. Voilà. Et donc la personne va rester... Alors, on peut tout simplement constater qu'elle est toujours dans le déni, qu'elle se dit non, finalement, ils vont revenir sur leur décision, je ne vais pas me faire licencier. Donc là, on voit qu'il y a cette incapacité... Ce qui peut être une illusion complète, voilà. Bien sûr. Mais par rapport à ce déni, les mécanismes de défense sont utilisés, alors de façon inconsciente, chez la personne, pour protéger le moi qui est en proie à une destruction. Ça, vous m'aviez dit que ça peut être dans le cas où la personne a eu des traumatismes préalables importants et ça la ramène dans des états de fragilité qu'elle avait déjà connus, peut-être aussi. Voilà, c'est vrai que par rapport à une annonce, bon, après on dit effectivement, il y a cette question du licenciement, de ce que représente le travail, mais après on constate que bon, c'est quand même une perte de travail. La personne, elle est pas, il reste quand même du travail. Il reste quand même du travail en France et elle a quand même aussi une vie ailleurs de ça et puis elle peut recréer. Mais qu'est-ce qui se passe donc dans cette phase 2 quand la phase 1 n'a pas réussi à faire un mécanisme de compensation suffisant? Par rapport à cette phase 2, vous m'avez dit, là, on commence à somatiser réellement les réactions. Alors ça, c'est du point de vue physiologique, c'est-à-dire ça va être des réactions visibles par le corps. Mais après, si on repart d'un point de vue par rapport à... psychologique. Voilà, on va toujours faire référence à cette question du traumatisme, où effectivement, on peut faire un lien entre traumatisme et les maladies somatiques. Et donc, ce lien, il est fait parce qu'on est une unité somatopsychique. C'est-à-dire que la naissance de notre appareil à penser, les pensées, se base sur le corps. C'est d'abord sur les sensations du corps que s'élabore cette capacité de pouvoir penser. Pour penser, même le corps, c'est d'abord sur le corps que ça débute. Voilà, que la pensée s'appuie. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à un traumatisme, en cas de choc, il va y avoir parfois, de façon temporaire, une incapacité de pouvoir élaborer un conflit. Et donc, alors, 2 voies de sortie. Voilà. Par rapport à une excitation, enfin, une sollicitation du monde extérieur, où on va pouvoir mentaliser. Il y a un problème, il y a un conflit, on va l'élaborer, mettre en place une réponse réfléchie. Ou bien par l'agir, c'est-à-dire que des fois, on a une nouvelle qui vient de l'extérieur, on ne va pas pouvoir la gérer, on va taper sur les murs, ou on va boire un coup. Donc ça va être des solutions par l'agir. Encore une fois, ça ne passe pas par la mentalisation. Et la troisième possibilité, c'est le corps qui va répondre. Alors, il va répondre à 2 solutions, où ça va être une somatisation... une somatisation qui peut être même bénéfique pour la personne, parce que quand on somatise, c'est-à-dire quand on a une maladie, même un rhume, une grippe, on est dans cette incapacité de pouvoir investir le monde extérieur. Donc, quelque part, on fait un shutdown complet. Voilà. À nouveau. Voilà. Donc, malgré soi, il y a ce retournement de notre énergie, exclusivement sur soi, qui peut permettre de se ressourcer. Donc la maladie est bénéfique à ce stade-là, c'est ce que j'entends, si elle n'est pas grave et complètement débilitante. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre réaction? Et la deuxième possibilité, et ça c'est la possibilité la plus embêtante, c'est si l'état de détresse permanent se maintient chez la personne, c'est-à-dire, d'abord on a un état de détresse permanent qui se maintient, il va y avoir une dépression essentielle. Alors la dépression essentielle, c'est une dépression qui se voit pas facilement parce que justement il y a une négativité symptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment de culpabilité comme dans la dépression, il n'y a pas d'auto-accusation, il n'y a pas de tristesse particulière. La dépression essentielle, c'est sensation de vide, non, quelque chose une un peu comme ça. Sensation de vide, mais en même temps c'est plus d'envie particulière. D'accord. Donc je fais les choses par automatisme et je vis de façon mécaniste ou mécanique. Voilà, donc si on demande à une personne si elle a envie d'aller au cinéma, elle va dire « oh, je sais pas, je m'en fiche ». Si elle veut aller dîner, « oh, ça m'est égal ». Donc en fait, elle s'en fiche. Mais on voit pas qu'elle déprime, mais on voit quand même qu'elle est désinvestie par rapport à la vie. Donc ça, c'est la phase 2. Est-ce qu'en général, à ce moment-là, la personne a intérêt à se faire accompagner ou à consulter? Ou est-ce que c'est une phase qui, elle aussi, va prendre un certain temps avant que la personne reprenne
le goût de vivre ou le cours de sa vie, tout bêtement. Mais là, à partir de cette phase-là de dépression essentielle, effectivement, l'entourage a encore un rôle important parce qu'il va permettre de relancer, une sorte de réanimation psychique, de relancer l'envie chez la personne. En disant, toi, je ne sais pas si tu veux aller au cinéma, mais je t'emmène, voilà, c'est ça? C'est un peu ça l'idée. Voilà. Ou je ne sais pas si tu as envie de manger tel plat, mais moi, je vais le faire. Voilà. Et donc, c'est emmener la personne avec soi dans des petits plaisirs, dans des activités, dans des actes de socialisation. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui va permettre de reprendre, justement. Oui, je vous en prie. De reprendre cet élan vital. Et alors, si la personne est isolée, alors souvent, comme c'est une dépression, il n'y a pas vraiment de symptômes, la personne n'est pas en train de pleurer, dire oui, là, je suis malheureuse. Très bien. L'entourage ne peut ne pas voir cette forme de dépression et donc laisser passer, laisser à côté cette expression symptomatique, même si elle est sans symptômes apparents, et la personne va rentrer dans une vie opératoire où là, elle va faire les choses de plus en plus de façon machinale. Elle va répondre peut-être à ses besoins primaires. Alors, elle va manger et dormir, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas forcément une perte d'appétit. Et encore une fois, on peut, par rapport à ça, ne pas repérer cette forme de dépression particulière. Et donc ça va être une attention de tout moment de la part de l'entourage pour faire attention à ces petits symptômes qui a priori ne sont pas très diagnosticables si on passe juste, pour que cette personne puisse soit aider, soit demander ou dire à la personne d'aller consulter, j'imagine. Écoutez, Nathalie Nérol, je vous remercie beaucoup. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À très bientôt.